La conspiration des poudres est un épisode majeur de l'histoire d'Angleterre. Il ne nous dit pas grand-chose à nous Français, mais en Grande-Bretagne, tout le monde le connaît, même s'il remonte au tout début du XVIIe siècle, au temps du roi Jacques Ier. Chaque année, au soir du 5 novembre, les Britanniques fêtent la nuit de Guy Fawkes, ou Bonfire Night, la nuit du feu de joie, en souvenir de l'échec de cette conspiration. Le ciel nocturne s'illumine alors de centaines de feux d'artifice dans une ambiance festive. Dans certaines villes, on brûle même encore des mannequins à l'effigie du catholique qui a voulu faire sauter Westminster et tuer le roi d'Angleterre. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. La conspiration des poudres, un complot explosif, ou pas. Nous sommes dans les rues de Londres au soir du 5 novembre. Il fait nuit, il fait froid, et le brouillard s'est immiscé entre les maisons. Comme à son habitude, il cherche à s'emparer des passants, à les serrer dans ses bras humides pour mériter sa célèbre réputation. Mais cette nuit, les Londoniens se rebiffent. Ils courent, ils crient et ils rient pour lui échapper. Tout a commencé avec quelques braillards dans Hyde Park qui chantaient gaiement. Ils se sont mis en mouvement vers Charing Cross, Ludgate Hill et Saint-Paul, entraînant sur leur passage d'autres chalands comme un fleuve en crue. On entend des clairons et des tambourins. Dans leur folle course, certains s'accordent une pause le temps de déguster un gâteau d'avoine ou un muffin au caramel. D'autres s'arrêtent dans tous les pubs, ceux-là n'iront pas loin. Il y a des centaines de personnes à présent qui défilent dans la nuit en chantant. Au coin de la rue, un bon bourgeois et sa dame regardent épouvantés ce déferlement de joie. Un marmot haut comme 3 pommes tire le pan de leur manteau en criant « A penny for the guy !» Il présente son chapeau, espérant une pièce pour acheter des pétards, mais le couple s'enfuit. Il leur tire la langue et rejoint la foule anonyme où chacun est dissimulé derrière un masque. Des masques blancs et souriants qui arborent une fine moustache et une barbichette. Et regardez, il y en a même qui ont une corde autour du cou. Ce flot humain s'arrête progressivement et maintenant, il joue des coudes pour trouver la meilleure place et ne rien rater du spectacle. Vous entendez ? C'est Bonfire Night, la nuit de Guy Fawkes. Le feu d'artifice va commencer. Cet événement de l'histoire britannique est peu connu chez nous, alors il vaut mieux apporter quelques précisions pour que tout soit bien clair. La religion chrétienne est l'élément central de cette conspiration. Le XVIe siècle européen est celui de la naissance et de la diffusion du protestantisme. Il s'agit d'un mouvement religieux chrétien qui rejette l'autorité du pape. Il s'agit d'une réforme, d'où son nom et celui de ses ouailles, les réformés ou les huguenots comme on dit à l'époque. Ces derniers veulent changer et purger le christianisme de tous ses excès. L'Église est devenue trop riche, trop puissante, trop corrompue. Elle s'est éloignée de la parole du Christ. Cette volonté de réformer est à l'origine de guerres de religion qui ont ensanglanté le XVIe siècle. En Angleterre, le roi Henri VIII Tudor, qui règne depuis 1509, est catholique et marié avec Catherine d'Aragon depuis 20 ans. Il souhaite faire annuler son mariage pour convoler avec Anne Boleyn. Mais le pape refuse. Entre Londres et Rome, rien ne va plus. Henri VIII s'émancipe du pape et se sépare de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. Enfin, cette union tant désirée ne sera pas heureuse. Le roi, désespéré de ne pas voir naître un fils, lui préfère une de ses maîtresses. Anne Boleyn est donc accusée de crimes imaginaires et finit décapitée. Finalement, en 1534, Henri VIII en profite pour renforcer son pouvoir personnel au détriment du pape. Il se déclare chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. L'Église anglicane est née. Elle est à la fois réformée et catholique. Mais un catholicisme façon Henri VIII. Le roi dissout les monastères et saisit leurs biens. Ces sujets catholiques qui trouvent à y redire sont persécutés, parfois même condamnés à mort. Après la mort d'Henri VIII, sous son fils Édouard VI, l'anglicanisme s'affirme de plus en plus, se rapprochant du protestantisme. Plus de vitraux ni de statues dans les églises, plus de messes en latin. Mais Édouard VI meurt jeune et c'est sa demi-sœur Marie Tudor qui monte sur le trône. La nouvelle reine est restée fidèle à la religion catholique et annule toutes les réformes d'Édouard.
Elle persécute les protestants, les obligeant soit à se reconvertir, soit à quitter le pays. En cas de refus, c'est le bûcher qui les attend. Son intransigeance religieuse qui frise la folie vaut à la reine le surnom peu flatteur de Bloody Mary. Marie Tudor meurt en 1558 et c'est Élisabeth qui lui succède, la fameuse Élisabeth Ière. Et devinez quoi ? Elle est anglicane comme son père Henri VIII. Mais elle veut la paix dans son royaume. Alors elle réaffirme l'indépendance du trône d'Angleterre par rapport à Rome. Mais elle supprime quelques-unes des lois qui persécutent les catholiques. Les querelles religieuses s'apaisent un peu dans le royaume durant son long règne. Mais il reste des catholiques mécontents, les papistes, et des protestants intégristes, les puritains. En 1603, après la mort de la reine vierge, le trône revient au jeune roi d'Écosse, le fils de la reine Marie Stuart, qui devient alors Jacques Ier d'Angleterre. Jacques décide de poursuivre la politique d'Élisabeth Ière. Au contraire, il prend des mesures contre les papistes en les récusant. Jacques Ier veut que tous les Anglais adoptent la religion anglicane. C'est pourquoi il fait traduire la Bible en anglais, connue sous le nom de Bible du roi Jacques. Plus ils sont persécutés, plus les catholiques se radicalisent. Parmi les plus radicaux, il y a un certain Robert Casby. Il a de quoi en vouloir au roi puisqu'il a fait emprisonner son père. Robert n'a pas voulu prêter le serment de suprématie par lequel Henri VIII s'est déclaré chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre et n'a donc pas pu poursuivre ses études à Cambridge. Alors depuis, il complote. C'est un agitateur bien connu pour avoir déjà participé à des soulèvements catholiques. Et on ne parle pas de petites manifestations. Casby voit les choses en grand. Il est entré en contact avec le roi Philippe d'Espagne pour l'assurer de son soutien en cas de nouvelles tentatives pour envahir l'Angleterre. Bon, c'est vrai, il faut dire que la précédente tentative, celle de l'invincible Armada, a été lamentable. Pas si invincible que ça, l'Armada. Mais bon, Philippe III, pour cette fois, préfère essayer de faire la paix avec Jacques Ier et Casby doit trouver autre chose pour déstabiliser la monarchie. C'est là qu'il a une nouvelle idée. Le 20 mai 1604, Robert Casby, le cerveau du complot des poudres, rencontre John Wright, Thomas Wintour, Thomas Percy et Guy Fawkes dans une taverne londonienne. Le Duck and Drake, non loin de Strand, la rue principale qui relie la City à Westminster. C'est là qu'il manigance un plan explosif. Faire sauter le Parlement et tuer le roi. Il est aussi question d'enlever la princesse Élisabeth âgée de 9 ans pour l'asseoir ensuite sur le trône et mettre en place une régence favorable aux catholiques. Voici le plan. La séance d'ouverture du Parlement est traditionnellement présidée par le roi en personne, accompagné du prince héritier et de toute l'aristocratie du royaume réunie pour l'occasion. C'est donc à ce moment-là qu'il faut le faire exploser en plaçant des barils de poudre à canon dans la cave qui se trouve juste en dessous. Guy Fawkes sera celui qui mettra le feu aux poudres. C'est un soldat courageux qui a combattu en Flandre dans l'armée espagnole, c'est-à-dire contre les Anglais. Les conspirateurs ont 9 mois pour s'organiser dans le plus grand secret. Casby, Wright, Wintour, Percy et Fawkes forment le noyau dur du complot. D'autres membres l'intègrent au fil des mois. Et contrairement à ce que prétend le dicton, l'union de tous ces hommes ne fera pas leur force. Les comploteurs louent une maison juste à côté du palais de Westminster, siège du Parlement. Ils ont prévu de creuser un passage jusqu'aux caves situées dessous. Ils se procurent des barils de poudre qu'ils entreposent dans la cave et cachent des fagots de bois. Les voilà, fin prêt. Malheureusement pour les conjurés, la séance d'ouverture du Parlement est reportée une première fois en raison de la peste, puis une seconde. Enfin, l'ouverture est prévue le 5 novembre 1605. Le temps joue avec les nerfs des comploteurs, mais aussi avec leurs convictions. Certains sont pris de remords. Tuer le roi, tout de même. Le 30 octobre, moins d'une semaine avant la session d'ouverture du Parlement, Lord Monteagle reçoit une lettre anonyme alors qu'il dîne avec des amis. C'est un mystérieux messager qui vient de la remettre à son valet avec pour consigne de la porter immédiatement à son destinataire. Immédiatement, ça veut dire en plein repas. Le valet pénètre donc dans la vaste salle à manger du Lord et lui transmet le message de l'inconnu. Intrigué, Lord Monteagle l'ouvre sur le champ et le lit. Et puis, il tend le message à son secrétaire en lui demandant d'en faire la lecture à toute l'assemblée des convives. Ce message lui conseille de ne pas se rendre à la session d'ouverture du Parlement s'il tient à la vie, car Dieu et les hommes ont ensemble décidé de punir la méchanceté de ce temps. À la table du Lord, le message fait franchement l'effet d'un cheveu dans la soupe. Faire sauter le Parlement. Vraiment.
Monteagle est catholique, mais loyal au roi Jacques Ier. Il transmet cette lettre au ministre Robert Cecil qui attend le retour du roi le 3 novembre pour l'informer de ce qui se trame. Jacques Ier décide de laisser les comploteurs mener à bien leur plan et de n'intervenir qu'au dernier moment pour prendre tout le monde la main dans le sac. Les sous-sols de Westminster sont inspectés le 4 novembre après-midi. La police découvre d'immenses tas de fagots et un homme. Il dit s'appeler Johnson. Bon, en réalité, c'est Guy Fawkes qui attend son heure. Et elle est proche. Les policiers sont de retour à 11h du soir et cette fois, ils fouillent la cave de fond en comble. Sous l'imposante pile de fagots, ils découvrent alors 36 barils de poudre. Guy Fawkes est arrêté. Sous la torture, il dévoile les noms de ses complices qui se sont enfuis dès qu'ils ont su que Lord Monteagle avait lu publiquement la lettre secrète. Ils se réfugient au château de Warwick, puis dans le Staffordshire, mais ils ont perdu les soutiens sur lesquels ils comptaient. Ils sont poursuivis par les agents du roi et bientôt cernés. Ils décident de les affronter héroïquement. Mais avant, ils s'agenouillent devant une image de la Vierge et demandent à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Le 8 novembre, une fusillade éclate entre une poignée de comploteurs et 200 hommes des forces de l'ordre. 4 sont tués, tous les autres arrêtés. Ils rejoignent Guy Fawkes à la Tour de Londres où ils sont eux aussi torturés. Et le 5 novembre, me direz-vous ? Eh bien, le 5 novembre, la séance d'ouverture du Parlement a lieu comme prévu dans une ville enfiévrée. Le roi fait sonner les cloches et allumer des feux de joie à tous les carrefours. Il prononce un discours fleuve dans lequel il explique qu'il a échappé au complot car il est protégé par Dieu et que si le complot n'avait pas été démantelé, il aurait au moins eu la satisfaction de mourir au Parlement, entouré de tous les lords du pays et non pas dans une taverne ou un bordel. Le 5 novembre est déclaré jour d'action de grâce à perpétuité et jour de fête. Celle-ci est nommée la Guy Fawkes Night. Le procès des conjurés s'ouvre le 27 janvier 1606. Ils sont tous condamnés à mort. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur des pendaisons, mais le tarif pour haute trahison et tentative de régicide est beaucoup plus élevé. Vous allez voir, c'est tout un programme. Les condamnés doivent d'abord être traînés dans les rues de Londres puis pendus. Mais pas jusqu'à ce que mort s'ensuive, car ils doivent être dépendus. Puis on leur arrachera les parties génitales pour les brûler devant eux. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils seront décapités. Mais attendez la suite. Après la décapitation, on les démembre et on expose les pièces détachées en ville. On comprend donc pourquoi les condamnés cherchent à échapper à un tel traitement. La mort passe encore, mais le supplice, non. Guy Fawkes, la corde au cou, parvient à se jeter de l'échafaud et à se rompre les vertèbres. La foule venue assister à un formidable spectacle d'éviscération et de décapitation hurle sa frustration. Mais il en reste 3 autres. Elle va pouvoir rugir de plaisir. La conspiration des poudres est un complot raté à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'elle n'a pas atteint son but. Ensuite, parce qu'elle s'est retournée contre les catholiques, qui pour les Anglais deviennent dès lors synonymes de traîtres. On les traiterait aujourd'hui de terroristes. Au lendemain de la conspiration des poudres, les chrétiens sont plus que jamais divisés dans le royaume d'Angleterre. Dans les années 1980, les Britanniques Alan Moore au scénario et David Lloyd au dessin publient une bande dessinée intitulée V pour Vendetta. Dans un monde post-apocalyptique, elle met en scène un anarchiste qui lutte contre un pouvoir totalitaire. Ce personnage est inspiré de Guy Fawkes et il porte un masque qui ressemble à ceux que les gens portent dans la rue le jour de la Guy Fawkes Night. Un masque blanc, un grand sourire figé, une moustache fine et une barbichette, des bonnes joues rouges. L'inconnu qui se cache semble sympathique. Comme Guy Fawkes, c'est un contestataire, le rebelle par excellence, qui cherche à renverser un pouvoir qu'il estime totalitaire. Quand en 2006, la bande dessinée V pour Vendetta est adaptée au cinéma, le masque de Guy Fawkes entre dans la culture populaire. En 2008, les Anonymous s'emparent à leur tour de ce masque. Ce sont des cyberactivistes et des altermondialistes qui défendent les libertés individuelles mises à mal, entre autres par Internet. Quand ils s'expriment en public, ils portent un masque qui préserve leur anonymat et qui les apparente symboliquement à un Anglais qui, au début du XVIIe siècle, luttait pour pouvoir pratiquer sa religion. Contrairement à lui, les Anonymous seraient pacifiques et non violents. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production,
Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et à la diffusion, Nathan Laporte. À la promotion et à la coordination des partenariats, Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur l'application d'Europe 1, sur toutes les plateformes d'écoute, tous les jours, et chaque week-end à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.